Quel monde! Combien de fois on ne s'est pas dit ça en regardant tout ce qu'il se passe sur notre planète? Je suis ravi de vous retrouver comme chaque dimanche pour votre grand rendez-vous avec la géopolitique. On est ensemble pour un petit peu moins d'une heure pour décrypter justement ensemble l'un des grands enjeux de l'actualité internationale. Et ce soir, on va revenir sur des mots qu'on n'entendait plus et qui reviennent dans la bouche aujourd'hui des dirigeants européens. Des mots comme guerre, mobilisation ou encore sacrifice. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, nous dit de nous préparer à un conflit comme celui qu'ont connu nos grands-parents et arrière-grands-parents. Le chef d'état-major des armées françaises dit qu'il faut se préparer à perdre nos enfants. Et puis pendant ce temps-là, la guerre continue en Ukraine, les budgets militaires explosent et l'Europe se réarme en urgence. Ce soir, dans Quel monde? On va revenir en long et en large sur la question qui est sur toutes les lèvres. Est-ce que la guerre peut vraiment arriver jusqu'à chez nous? Et puis, sommes-nous prêts, militairement, politiquement et psychologiquement? Et puis, pouvons-nous encore compter sur les États-Unis, notre allié de toujours, ou sommes-nous seuls face à l'histoire? Ce soir, on pose les questions que beaucoup préfèrent éviter. Et pour y répondre, j'ai la chance d'avoir près de moi le capitaine de vaisseau Kurt Engelen. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes le directeur du CESD, le Centre d'études de sécurité et défense. Parmi vos domaines d'expertise, on retrouve notamment les politiques de sécurité et de défense de l'Union européenne, les relations entre l'Union européenne et l'OTAN, mais aussi l'Europe de l'Est et en particulier la politique étrangère et la doctrine militaire russe. Et puis, j'ai pas le temps de citer tous vos postes, parce qu'il y en a eu beaucoup, Kurt Engelen, mais vous avez occupé plus ou moins les plus hauts postes qu'on peut voir dans le domaine militaire au sein de l'OTAN et de l'Union européenne. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être présent ce soir. Quel monde, épisode 12, ça commence tout de suite. J'aimerais commencer, Kurt Engelen, par vous entendre sur la situation actuelle, cette guerre en Ukraine, en englobant évidemment la position européenne, la position russe et pourquoi pas la position américaine. Si vous deviez expliquer à un enfant de 12 ans la situation en ce moment, vous commenceriez par où? Mais je commencerai par expliquer que cette guerre est avant tout une guerre d'agression. Donc c'est une guerre d'agression russe contre l'Ukraine. Et il faut éviter les mots comme conflit ou comme différent. Et il s'agit d'une véritable guerre. Et c'est une guerre d'agression au sens du droit international. Ça veut dire que lorsqu'on regarde les traités, et si on regarde le droit international, il y a un pays qui agresse un pays souverain et qui l'envahit, c'est-à-dire qui viole son intégrité territoriale. Et en fait, cette guerre, elle a commencé bien avant 2022. Elle a déjà commencé en 2014 avec l'annexion de la Crimée et d'une partie de l'Est de l'Ukraine. Et donc, en fait, une première phase, qui était une phase de préparation, a été suivie par une phase beaucoup plus dynamique en février 2022, où la Russie a essayé, c'était son objectif militaire à ce moment-là, de renverser le régime de l'Ukraine à Kiev et d'en fait installer en Ukraine un gouvernement qui lui serait favorable. Donc, on a pu le voir en Biélorussie, par exemple. Oui, et dans d'autres pays. Donc, en fait, il s'agit d'une guerre impérialiste aussi. C'est-à-dire, c'est une guerre qui vise à redonner à la Russie l'influence qu'elle avait pendant la guerre froide. C'est-à-dire les États qui étaient des États satellites, qui faisaient soit partie de l'Union soviétique, et dont l'Ukraine faisait d'ailleurs partie également, mais également les États qui n'étaient pas à proprement parler dans l'Union soviétique, mais qui faisaient partie du pacte de Varsovie et qui donnaient quelque part c'était la zone entre l'Union soviétique et les pays de l'OTAN, c'est-à-dire une zone tampon entre les deux. Donc ici, ce qui s'est passé, c'est que la première grande surprise a été la capacité des Ukrainiens de se mobiliser et de résister. Et là, on parlait de 2-3 jours pour l'armée de Vladimir Poutine pour arriver à Kiev. On a vu que c'était et d'ailleurs, leurs moyens logistiques étaient dimensionnés pour ça. C'est-à-dire que le carburant et les moyens qu'ils avaient prévus étaient effectivement dimensionnés pour avoir une action très rapide qui se serait terminée par l'installation, d'une manière ou d'une autre, la suppression du gouvernement de Volodymyr Zelensky et par l'installation d'un gouvernement qui soit favorable à Moscou. Ça n'a donc pas été le cas. Donc, la première chose, c'est que la Russie a dû changer
son objectif pour faire de cette guerre une guerre d'attrition inscrite dans... Ça veut dire quoi, ça ? L'attrition, c'est une guerre par laquelle on fait perdre des moyens à son ennemi, on en perd soi-même aussi, mais on fait le pari qu'on va parvenir à infliger plus de pertes à l'ennemi qu'on ne va soi-même en encaisser. Avec un pays comme la Russie qui a plus de troupes, voilà. Plus de matériel aussi militaire. Et de se dire qu'avec les moyens qu'on a, eh bien, l'adversaire sera le premier à être à court de moyens. Alors il y a eu deux erreurs de raisonnement. La première a été de croire en une victoire rapide et ça a forcé... Donc on ne s'attendait pas du tout à ce que l'armée ukrainienne soit capable de résister. La deuxième, ça a été de sous-estimer la capacité de mobilisation du peuple ukrainien. Donc cette réaction n'a pas été une réaction seulement des forces armées. Très rapidement, on a vu que la population s'est mobilisée pour se mettre derrière son armée et pour la soutenir, mais également l'industrie et toute la société civile s'est mise en fait derrière les militaires ukrainiens. Et très rapidement, ils ont commencé à recevoir l'aide occidentale. Donc on en est aujourd'hui, pour revenir à votre première question, où est-ce qu'on en est ? On en est dans une guerre de position. C'est-à-dire qu'on a une ligne de contact qui se trouve dans l'est et le sud-est de l'Ukraine, et avec des mouvements qui sont aujourd'hui de très faible ampleur. Hein. Ça veut dire qu'ils grignotent parfois des petits territoires, mais on n'est pas non plus dans la prise de vastes territoires ou encore de très grandes villes ukrainiennes. Pour vous donner une idée, si on prend les gains territoriaux que l'armée russe a engrangés au cours de la dernière année, à ce rythme-là, pour prendre toute l'Ukraine, il leur faudrait à peu près 1000 ans. Ouais, donc, mais en attendant, la guerre continue. Ça veut dire qu'il y a des gens qui meurent. Ça coûte de l'argent en infrastructure et en armement. Et les Ukrainiens sont encore toujours, ils le sont un petit peu moins parce que leur industrie a très vite progressé, mais ils sont encore toujours fort dépendants de l'aide de leurs partenaires pour un certain nombre d'armements et de moyens. Partenaires américains, partenaires européens aussi. On va en parler des partenaires américains parce qu'évidemment, depuis le début de cette guerre, il y a eu un grand changement à la Maison-Blanche. C'est l'arrivée de Donald Trump, qui se dit homme de paix, qui est contre la guerre et qui a parfois aussi une certaine proximité, même idéologique, avec Vladimir Poutine. Mais on pourra en parler. Un mot quand même sur ce qui se passe aujourd'hui et c'est ce qui pourrait inquiéter aussi les gens qui nous regardent. Kurt Engelen, si vous deviez être totalement honnête avec les citoyens européens. Je suis totalement honnête. Je sais, mais c'est la formulation que j'ai essayé d'employer avec vous aujourd'hui. Est-ce qu'on doit commencer à se préparer mentalement à une guerre, une vraie guerre qu'on aurait pu voir dans des films hollywoodiens ou, comme l'a dit justement, on va y venir, le secrétaire général de l'OTAN, une guerre comme l'ont connue nos grands-parents ou arrière-grands-parents ? Alors, la réponse directe à votre question, c'est oui. Nous devons bien entendu nous préparer. Ça ne veut pas dire que dans tous les scénarios, cette guerre va avoir lieu de la manière dont le secrétaire général de l'OTAN l'a décrite, et peut-être pas sur tout le territoire de l'OTAN. Mais lorsque vous regardez ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, c'est effectivement une guerre avec toutes ces horreurs, avec des gens qui meurent, avec des habitations qui sont détruites. Une guerre de tranchées, une guerre comme on l'imaginait à l'époque. C'est une guerre de tranchées, en plus avec des nouveaux systèmes d'armement, les drones, les UAV, en fait, moi je compare un petit peu le danger des drones pour les militaires qui sont sur le front aujourd'hui au gaz de 14, parce que c'était une arme contre laquelle on peut difficilement se défendre, et qui était une arme qui était aussi nouvelle. Eh bien ici, les drones, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'à un certain moment, on fait la guerre, on atteint un certain endroit, et on sait qu'on peut être attaqué par un drone qui tombe sur sa tête. On va se demander dans quelques instants à quoi pourrait ressembler cette guerre, mais un mot quand même, si on imagine que l'éclatement de la guerre avec la Russie serait l'étape finale, oui. Quelle serait, on parle d'une vraie guerre, la conventionnelle, avec
avec des militaires qui devraient partir soit au front, soit même défendre leur maison, un peu à l'image de ce que font les Ukrainiens aujourd'hui. Quelles seraient les étapes avant justement cette étape finale d'une vraie guerre conventionnelle avec la Russie, selon vous? Mais nous sommes en plein dedans. Nous sommes en plein dedans. Il faut, lorsque vous regardez la doctrine de guerre russe que eux-mêmes appellent la guerre de nouvelle génération, on peut distinguer 5 phases de guerre et puis une 6e phase de consolidation. Et dans les phases préliminaires, donc on va retarder le plus possible le moment où on doit utiliser la force cinétique pour terminer le travail. Donc force cinétique, juste pour ceux qui la force cinétique, c'est effectivement l'utilisation de moyens militaires, des bombardements, une avancée militaire, des soldats. Donc en fait, la première chose, c'est quand on dit se préparer à la guerre, il faut se rendre compte que nous sommes en plein dedans. Nous ne sommes pas encore dans cette phase, justement, on utilise souvent l'image des chars sur la Grande Place, mais en fait c'est une très très mauvaise image à utiliser. Pourquoi ? Parce que elle véhicule l'idée que la guerre n'aura lieu qu'à partir du moment où on aura des blindés russes sur notre propre territoire. Il faut comprendre que dans l'idée de la guerre russe, les phases initiales, elle a déjà commencé à les déployer depuis en fait avant même 2022. On parle de quoi alors? De désinformation, d'attaques hybrides? La première phase est une phase, ce qu'on appelle en anglais le shaping, c'est-à-dire on crée un environnement qui est favorable. Donc il va y avoir de la désinformation, il va y avoir, on va s'immiscer dans le débat démocratique des pays en essayant d'augmenter certains messages et d'en diminuer d'autres, de manière à créer quelque part une légitimité politique et intellectuelle pour faciliter l'action. Ça a l'air de marcher en plus. On entend beaucoup ce débat, certains qu'on qualifie même de pro-russes, de dire non, attendez, ne faites pas les belliqueux, non, la guerre n'arrivera pas. On entend ce discours. C'est bien entendu. Et en fait, dans ce genre de logique, l'intérêt de la Russie, c'est de pousser les extrêmes. Alors on s'en fout que les extrêmes soient de gauche ou de droite, du moment que ce soit des extrêmes, qu'elles rallient la population et qu'elles remettent en question le modèle de gouvernance. On polarise. Il faut polariser et il faut surtout discréditer le système politique et le système démocratique tel qu'il existe. La première étape du shaping, de mettre en place un petit peu. Et voilà. C'est quoi la suite? La seconde étape est une étape dans laquelle on va utiliser ces groupes qu'on a mis en place pour commencer à créer des effets. Donc on est toujours dans une logique où on ne peut pas attribuer formellement les actions à l'ennemi qui utilise la guerre. Les drones, par exemple, qui ont survolé certains... Alors là on est déjà plus loin. On est déjà dans la phase 3. Ici, on est dans une phase qui va permettre de mettre certains effets. Alors on peut avoir, par exemple, de l'ingérence dans les politiques, dans les élections, ou dans certains débats. Donc on va créer des groupes où parfois on va créer une action subversive avec des gens qu'on va recruter sur le darknet pour des campagnes de désinformation. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous avons commencé à vivre, c'est déjà la 3e phase. C'est-à-dire c'est des moments où on met déjà en œuvre certaines phases qu'on pourrait appeler cinétiques, puisque quelque part il y a un dommage réel qui est causé. Et là, ce sont les cyberattaques massives par déni des services, ce sont les sabotages des infrastructures, ce sont les navires qui laissent accidentellement traîner leur ancre et qui détruisent des infrastructures sous-marines. Mais encore toujours, on ne verra pas une action
militaire d'ampleur. Une action militaire d'ampleur où on ne verra pas des soldats russes en train d'agir. Et ça, c'est l'étape dans laquelle on se trouve actuellement. Eh bien, quand vous voyez les drones qui survolent nos aéroports, nos bases militaires, quand on voit les sabotages des infrastructures sous-marines critiques, et puis il n'y a pas que ça. On recense aujourd'hui en Europe à peu près 200 actes de sabotage qui sont difficiles à attribuer, mais dont on sait qu'une bonne partie est probablement orchestrée par la Russie. Ça, c'est donc l'étape 3. Voilà. C'est quoi l'étape suivante? Alors, qui nous attend, l'étape 4, on va commencer à avoir des actions militaires ponctuelles. Ça peut être des attaques de précision sur certains objectifs. Et là encore, je veux dire, il ne faut pas avoir des chars russes à Bruxelles pour que la Russie envoie un missile sur une infrastructure. Mais on parle de quoi? Pour que les gens comprennent bien, on ne parle pas d'un missile sur le siège de l'OTAN à Bruxelles. On parle quoi? D'un missile en Pologne, par exemple, sur un membre de l'OTAN, ou vous l'imaginez encore Alors là, il faut regarder, effectivement. Et lorsque Mark Rutte parle de lui, évidemment, ce qu'il regarde, c'est la zone de responsabilité euro-atlantique. C'est-à-dire, ce sont les pays de l'OTAN. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait un char russe à Bruxelles. S'il se trouve juste de l'autre côté de la frontière, en Estonie, ou s'il y a une action qui est entreprise pour une escarmouche en Finlande, eh bien, en fait, formellement, on se trouvera dans une situation où un pays, un allié de l'Alliance, a été attaqué. Et donc l'article 5 nous dit qu'il y a une sorte de réponse qui doit être lancée par les différents alliés, parce qu'un allié qui est attaqué, c'est comme si toute l'Alliance est attaquée, c'est ça? Et donc, en fait, ce que dit l'article 5, c'est qu'à partir du moment où un allié de l'Alliance fait l'objet d'une attaque armée, on considère que c'est une attaque armée contre l'ensemble des membres de l'Alliance, et ça donne l'obligation à tous les membres de porter secours, de venir en aide à cet allié qui est attaqué avec tous les moyens qu'ils jugent nécessaires, y compris l'utilisation de la force armée. Et aujourd'hui, et ça c'est quand même quelque chose qu'il est important de dire, on n'a aucune indication qui nous permettrait de douter de la mise en œuvre de cet article 5 si un allié venait à être attaqué. On entend beaucoup de spéculations sur oui, mais bon, est-ce que l'OTAN c'est encore plus que 4 lettres et tout. Alors là, quand on connaît le système de l'intérieur, c'est une crainte qu'on n'a absolument pas. Mais certains disent, moi j'avais eu un expert sur mon plateau, ça m'avait surpris parce qu'on m'avait toujours dit que l'article 5 était presque un article automatique, on devait aller venir en aide justement à l'allié. Certains disent oui, mais tout est une question d'interprétation. Nous on peut dire voilà, l'allié polonais a besoin de crayons, on va envoyer 100 000 crayons, l'allié polonais a besoin de gilets pars-balles ou de casques, et voilà notre manière à nous de venir en aide à ce pays. Dans la réalité, ce n'est plus comme ça que ça se passe. En fait, nous avons eu tout un épisode de la vie de l'OTAN où on n'imaginait plus une guerre sur le continent européen. Et donc, en fait, c'est donc le cadre stratégique de 2010. On disait l'OTAN ne va pas faire que de la défense collective, elle va faire de la gestion de crise et de la sécurité coopérative aussi. Depuis 2022, on est revenu à une logique de l'OTAN où la défense collective est centrale. Et donc, alors qu'avant ça, on a dû préparer des logiques d'intervention en dehors de la zone de l'OTAN. On disait en anglais à un certain moment « out of area or out of business ». Si vous n'imaginez pas que vous pouvez sortir de votre zone, vous n'avez plus de raison d'être, parce qu'il n'y aura pas de guerre sur le territoire européen. Mais ici, comme la menace est de nouveau réelle, on est repassé d'une logique de contingence, c'est-à-dire de réaction quand quelque chose se passe dans le monde, où il fallait développer un plan, où il fallait le faire valider par le Conseil de l'Atlantique. Maintenant, en fait, on a de nouveau des plans qui sont des plans précis de réaction si un pays de l'OTAN est attaqué. Et ça veut dire que, donc c'est à ce moment-là, c'est le SACEUR, c'est le chef suprême
des forces de l'OTAN en Europe, le SACEUR, comme on l'appelle, qui prend le commandement et qui va exécuter les plans qui sont déjà prêts. Mais donc ça se passerait comment? Imaginons, parce qu'on avait eu à l'époque, je ne sais pas si vous en souvenez, j'imagine que oui, mais ce missile qu'on attribuait à la Russie qui était tombé en Pologne, finalement on s'est rendu compte que c'était un missile ukrainien. Comment se passerait cette mise en marche justement de la défense otanienne? Ce serait vraiment une véritable attaque russe sur une infrastructure d'un pays membre, et à partir de là, il y aurait quoi? Une grande réunion, et on se demanderait comment est-ce qu'on répond à ça? Ça se passerait plus ou moins comme ça? Alors, comment ça se passerait exactement? Je n'ai pas de boule de cristal. Donc, même dans la manière de vous organiser, de ceux qui prennent justement les décisions. Alors, au moment où ce genre d'événement arrive, quel que soit l'événement qui arrive et qui fait craindre à un des alliés que ça met en danger sa sécurité, il va demander une réunion. Alors, ce n'est pas nécessairement directement une demande d'intervention au titre de l'article 5, ça peut être au titre de l'article 4, qui permet de discuter au Conseil de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire tous les représentants permanents, les ambassadeurs des alliés, autour de la table, de la situation et de la meilleure conduite à adopter. Si un pays subit une attaque, eh bien, il y aura une réunion de ce Conseil de l'Atlantique Nord donc, en fait, il y aura, si c'est une véritable attaque militaire, et là, c'est là que j'ai dit que nous n'avons pas de doute sur le fait que ça se fera, il y a la décision d'activer les plans. Et vous y croyez, vous, à une attaque russe? Enfin, quel serait l'intérêt des Russes? Parce qu'on va y venir avec vous sur la différence aussi en termes d'infrastructures militaires, en termes aussi de capacité aussi opérationnelle entre les Russes et l'ensemble des alliés de l'OTAN. Pourquoi est-ce que Poutine irait plus loin que l'Ukraine? Certains en doutent aujourd'hui, ils se disent, bah non, ce sont des gens qui veulent faire peur à la population. Bon, là, il faut rentrer un petit peu dans la connaissance géopolitique, russe, et donc commencer à comparer les théories de relations internationales. Donc, la Russie est un pays où il faut envisager deux aspects. Dans ses relations internationales, c'est un pays qui fait partie du groupe de la politique réaliste, donc les realpolitiker. Et donc... ça veut dire la finalité parfois avant les valeurs aussi, hein, la realpolitik, c'est-à-dire agir comme il le faut en étant réaliste et pragmatique d'une certaine manière. La realpolitik part du principe qu'il n'y a pas entre les pays de logique de bonne collaboration. On est nécessairement dans une logique de confrontation et donc ça veut dire que dans la confrontation, on peut être dans plusieurs phases. On peut être dans une phase qui est défensive, qui est de garantir la survie de son propre État. On peut être dans une phase où ni l'un ni l'autre n'a la possibilité d'attaquer l'autre, c'est-à-dire une phase de dissuasion mutuelle, qu'en realpolitik on appelle la paix. Parce que la paix, chez eux, ce n'est pas un but, c'est un état de fait à un moment où il n'y a pas de possibilité de confrontation. Et puis, lorsqu'on a suffisamment construit de moyens pour imposer sa volonté aux voisins, eh bien, dans la théorie de la realpolitik, on est obligé de l'utiliser. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va prendre le contrôle pour imposer sa volonté aux voisins qu'on attaque. Et c'est ce que veut la Russie de Poutine aujourd'hui, selon vous? Alors, elle va plus loin que ça. En fait, il y a certaines fractions politiques en Russie qui reviennent aux théories de confrontation entre les civilisations de la terre et de la mer, c'est-à-dire le Heartland et le Rimland, les tellurocraties contre les thalassocraties, où on dit qu'il y a une telle opposition entre les civilisations qui sont en fait en Eurasie et celles qui ont les contacts avec la mer tout autour, que la confrontation entre ces deux
est inévitable. Mais quoi, donc une confrontation de valeurs presque civilisationnelles alors? Civilisationnelle, tout à fait. Et donc, en fait, il y a, et certains avaient pris ça comme une boutade, mais il y a eu des politiciens comme Zhirinovsky qui disaient « La Russie est un pays qui ne devrait avoir que des frontières maritimes ». Mais c'est bien ça l'idée. Ça veut dire que cette civilisation du Heartland, eh bien, à terme, doit pouvoir contrôler ce qu'on appelait en 1904 l'île-monde, c'est-à-dire toute l'Eurasie et l'Afrique. Donc, ces théories eurasianistes, aujourd'hui, vivent encore... bon, il y a les politiciens comme Alexandre Douguin, et même si ce n'est pas une politique officielle de la Russie, ce sont des narratifs et ce sont des idées qui subsistent du côté de la Russie. Donc à terme, la Russie veut en fait asseoir son hégémonie. Donc sur le continent européen. Donc reconstituer un peu l'empire russe, on sait que c'est l'une des grands fantasmes. Ou aller plus loin. Ou aller plus loin que Berlin, par exemple? Ou aller plus loin. Mais ils étaient plus loin que Berlin, puisqu'ils étaient... Berlin était une enclave dans la zone qu'ils contrôlaient avec les troupes du pacte de Varsovie. Et donc, en fait, il faut bien comprendre que la Russie est dans une logique impérialiste à long terme, et que, en fait, ça dépend de notre état de préparation pour veiller à tomber dans ce moment où il y a la dissuasion mutuelle. C'est ce qu'on a connu pendant la guerre froide. Il y avait une dissuasion mutuelle et elle a fonctionné. Pourquoi? Parce que on avait une dissuasion qui était crédible vis-à-vis de l'Union soviétique. Et je rappelle quand même qu'à cette époque-là, la dissuasion... la ligne se trouvait entre l'Allemagne fédérale et la République démocratique allemande qui faisait partie du pacte de Varsovie. Et il y avait 200 km de frontière de cette ligne de contact qui était défendue par la Belgique avec un corps d'armée de 100 000 hommes. Donc la dissuasion, elle était visible. Physiquement même. Hein, elle était physiquement présente et elle est visible. Aujourd'hui, nous n'avons pas en Europe ce genre de dissuasion visible et perceptible qui est crédible lorsqu'elle est analysée par les Russes. C'est intéressant ce que vous dites parce que j'ai envie de rebondir sur ce qu'a dit notamment le chef des états-majors des armées françaises. Il a dit qu'il faut se préparer à perdre nos enfants. C'est ce qu'il entendait aussi en disant qu'on pourrait peut-être un jour mobiliser au sein des nations européennes différentes armées qui composeraient une grande armée européenne ou otanienne pour justement soit assurer cette dissuasion, soit devoir même affronter les soldats russes de Vladimir Poutine. Donc, tout à l'heure, lorsque nous étions arrivés à la phase 4 de 5 de la guerre de nouvelle génération, la phase 5 est effectivement l'engagement militaire qui ne doit pas nécessairement être de la projection de force au sol, ça peut être des attaques d'aviation, l'artillerie, ça peut être des missiles. Et donc, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on se trouvera réellement dans une guerre où il faudra défendre les infrastructures critiques, ça veut dire qu'il faudra avoir de l'artillerie anti-aérienne, des moyens anti-aériens. Et donc passer peut-être en économie de guerre, mobiliser les gens, ça vous l'imaginez, ce scénario-là? Alors oui, d'ailleurs, ceci dit, la Russie est en plein dans l'économie des guerres. Hein. Clairement, par exemple, au niveau des munitions d'artillerie, la Russie est capable de produire nettement plus aujourd'hui que l'ensemble de l'Union européenne et des États-Unis ensemble. Ça vous fait peur, ça? Mais bien sûr, parce que dans les moyens dont dispose la Russie, il mise beaucoup plus sur la quantité des moyens plutôt que sur la haute technologie. On en revient à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport justement à l'Ukraine, en se disant on a plus d'hommes, plus de moyens, on est prêt à perdre plus d'hommes qu'eux et c'est peut-être comme ça qu'on l'emportera. C'est ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à... C'est le pari que la Russie peut faire à un certain moment, tout en sachant par exemple qu'il va être politiquement inacceptable pour nous de voir des pertes. C'est intéressant ça parce que ça nous renvoie aussi aux différentes phases précédentes de déstabilisation, parfois aussi de polariser l'opinion publique. Est-ce que justement vous, soyons directs, est-ce que nos sociétés à nous, occidentalisées, jugées progressistes, modernes, est-ce qu'elles sont prêtes à accepter la mort
la longue durée d'une guerre, les contraintes d'une guerre, bref, la réalité de la guerre selon vous, autant que les Russes aujourd'hui? Alors certainement pas autant que les Russes. Cette idée d'attrition et cette idée que la perte de la vie humaine pour la survie du groupe est en fait une condition naturelle, c'est aussi quelque chose qui est très présent dans l'idée réaliste et qui est beaucoup moins présent dans les idées libérales démocratiques chez nous. Maintenant, ceci dit, à un certain moment, on l'a déjà fait dans le passé. Nous avons, pendant les guerres que nous avons connues, nous avons été dans cette réalité. Oui, mais après, et ça, je vous ai déjà eu plusieurs fois sur un plateau de télévision, et vous disiez vous-même, on était habitués, nous, à ce luxe de la paix. Est-ce que ma génération, par exemple, et ceux qui sont plus jeunes que moi, est-ce qu'ils vont accepter d'être mobilisés alors que, pour nous, la guerre, c'est ce qu'on voit dans un film à la télévision ou dans des régions très, très éloignées de chez nous, selon vous? Bien, moi, je crois qu'il y a une évolution dans ce sens. Elle n'est peut-être pas encore rapide, mais moi je vois au quotidien, il ne se passe pas une semaine sans que je ne reçoive au moins 2 ou 3 demandes de jeunes qui me disent tiens, j'ai envie de m'engager dans la réserve, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire, quelles sont les possibilités. Il y a une différence entre les demandes volontaires, et ça je peux l'entendre, parce que c'est vrai que j'en ai aussi autour de moi qui me disent mais attendez, comment est-ce que moi je peux participer? Là je vous parle vraiment de mobilisation, c'est-à-dire un jour revoir un gouvernement, par exemple chez nous en Belgique, mais prenons peut-être l'exemple européen pour un petit peu élargir le spectre, qui dirait là aujourd'hui on va prendre comme en Ukraine les 18-25, j'invente totalement, et vous allez maintenant venir vous entraîner pendant 3 mois et puis vous verrez ce qui va se passer. Ce ne seront pas les 18-25. On commence en général par des tranches d'âge plus âgées. Mais il y a une gradation. Aujourd'hui, on part sur un service militaire volontaire. Il y a certains pays qui vont le pas plus loin et qui vont vers le service militaire obligatoire, qui est une préparation en fait à la possibilité de mobiliser. Et d'ailleurs, pour la survivabilité des gens, il vaudrait mieux qu'on ait une mobilisation de gens qui ont déjà une connaissance militaire préalable, plutôt que de devoir mobiliser des gens qui... Des gens comme moi, qui a priori ne sont pas faits pour le terrain militaire, par exemple, encore une fois, j'entends ça aussi, parfois des gens qui disent « Oui, mais moi je ne suis pas fait pour le terrain militaire. » Croyez-moi, moi je ne suis pas du tout fait pour le terrain militaire. Il y a un moment où cette question devient superflue, où de toute façon on n'a plus le choix. Parce qu'on risque notre peau, c'est ce que vous dites là en fait. Bien sûr. Mais bien sûr. Et je veux dire, ceux qui rentrent, ceux qui font le choix d'une carrière militaire, ça fait partie du risque qu'on accepte. C'est un risque qu'on assume dès le départ. Mais vous savez, ça fait une énorme différence en ce qu'on appelle la survivabilité, pardon, c'est pas facile comme mot, entre des gens qui ont une formation militaire, une bonne formation militaire de base, et on le voit en Ukraine d'ailleurs. Les soldats ukrainiens, ils sont formés, souvent même par des pays de l'OTAN. Il y a des centres de formation en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Pologne et tout. Et donc, en fait, on voit que cette attrition du côté ukrainien est beaucoup moindre que du côté russe, parce que les gens sont bien équipés. Donc, oui, il faut s'imaginer que si jamais on en arrive à la phase 5 de la guerre de nouvelle génération russe, avec des réels engagements cinétiques. Et encore une fois, il ne faut pas voir que la Belgique, il faut voir le territoire de l'OTAN. Ça veut dire qu'il y a les pays baltes, il y a la Finlande, il y a la Roumanie, qui sont des pays qui sont directement aux premières loges et où nous envoyons des troupes. C'est intéressant ce que vous dites, parce que certains disent aujourd'hui, Kurt Engelen, que le vrai danger, c'est pas la Russie, mais c'est notre refus collectif à nous, Européens, d'envisager que l'histoire puisse redevenir tragique. Est-ce que ça, comment vous l'entendez, ça, vous? L'idée aussi de se dire, moi, petit Belge, je ne sais pas si j'ai envie de donner ma vie pour aller aider nos amis roumains, nos amis polonais. Ça, c'est un discours qui peut justement créer une sorte de désunion et faire apparaître une certaine faiblesse
politique aussi au sein des alliés? Eh bien, c'est un risque, et c'est un risque que les Russes exploitent à chaque fois qu'ils le peuvent. Donc, tous les efforts de désinformation, de guerre cognitive pour essayer de diviser les sociétés, pour expliquer que vos gouvernements sont des va-t-en en guerre, que la Russie n'a aucune intention d'attaquer. Et ce sont évidemment des discours qui résonnent avec une certaine partie de la population. Maintenant, comment est-ce qu'on peut éviter ça? Eh bien, c'est par ce que vous faites. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire, c'est d'informer. Il faut décrypter, il faut informer, il faut que des gens qui aient la clé de lecture d'un certain nombre de réalités partagent cette information et expliquent aussi aux gens de quelle manière ils sont eux-mêmes déjà aujourd'hui la cible de ces attaques subversives qu'ils ne reconnaissent pas, parce que ça se mélange à notre débat démocratique, mais derrière ça, les prémices qui existent dans les débats démocratiques, elles sont renforcées par des actions, comme par exemple des actions sur les réseaux sociaux, les réactions sur des posts, sur des groupes, sur des groupes de chat, et qui vont dans le sens qui bien souvent, ces réactions ne viennent pas de gens qui existent réellement. Ce sont des comptes qui sont fabriqués par donc ce qu'on appelle des bots, donc par les usines à trolls, qui vont à un certain moment multiplier les réactions sur un certain message pour créer l'illusion que ce message est fort est soutenu par la population. Vous avez dû voir ce document de la sécurité américaine, de l'administration Trump, ce nouveau document stratégique de sécurité nationale dans lequel les Américains jugent que nous, Européens, en tout cas nos dirigeants, ont des attentes irréalistes vis-à-vis de l'Ukraine. J'ai pu en discuter notamment avec un diplomate européen qui était à votre place la semaine dernière. Moi, c'est vrai que j'ai du mal à répondre à cet argument parce qu'effectivement, il y a une question qui se pose et auquel on n'a pas la réponse. C'est à quoi bon continuer à aider l'Ukraine aujourd'hui? Alors vous allez voir, je vais m'expliquer. C'est-à-dire on les aide financièrement, on apporte une aide graduelle en faisant sauter quelques tabous. Rappelez-vous, au début, on hésitait à envoyer des armes, on hésitait à envoyer des avions, des missiles longue portée. Mais aujourd'hui, par rapport à ce que dit Donald Trump et son administration, qu'est-ce qu'on attend de l'Ukraine? Est-ce qu'on fait en sorte qu'elle ne perde pas? Et si oui, jusqu'à quand est-ce qu'on va envoyer de l'argent ou des armes à nos amis ukrainiens, selon vous? Comment vous répondez à cet argument d'attente irréaliste porté par les Américains? La réponse, elle est très très simple. Elle consiste à dire que l'Ukraine est en train de faire notre guerre à nous. Si le jour où l'Ukraine tombe... Il se passera quoi? Il se passera tout d'abord que l'industrie de défense russe va continuer à fonctionner à plein régime, qu'il n'y aura plus l'attrition des moyens russes sur le terrain en Ukraine, et que la vitesse à laquelle la Russie va pouvoir se réarmer et se refaire pour une prochaine action cinétique, eh bien, ce moment devient plus proche. Alors pourquoi est-ce qu'on n'aide pas plus l'Ukraine? Pourquoi est-ce qu'on n'aura pas des troupes européennes, otaniennes, en se disant, de toute façon, si je vous suis bien, Kurt Engelen, la guerre, elle va arriver à un moment, qu'elle soit indirecte ou directe par rapport aux différentes phases que vous avez exposées ce soir. Pourquoi est-ce qu'on va pas, on ne prend pas de cours un petit peu la Russie de Vladimir Poutine et qu'on arrête de réagir et puis plutôt qu'on décide d'agir aujourd'hui? Pourquoi on ne fait pas ça? Parce que il n'y a pas encore une prise de conscience politique à tous les niveaux de la réalité que nous sommes en train de vivre. Et puis, dans notre système politique, dont je rappelle qu'il est en fait l'héritier du libéralisme philosophique d'Emmanuel Kant, eh bien le mandataire politique hésite à entrer en guerre parce que ça va nécessairement coûter en vie et en moyens, et que son pouvoir, il le tient
par la volonté du peuple. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la population ne reconnaît plus en lui quelqu'un qui est capable de garder la paix, eh bien, il risque de perdre son soutien populaire. Mais donc, on repousse l'inévitable, si je vous suis bien. Alors non, je ne dis pas que c'est l'inévitable. C'est évitable à partir du moment où on peut créer les conditions de dissuasion nécessaires. Et c'est pour ça que je dis que s'armer n'est pas un acte belliqueux. S'armer est un acte qui permet d'éviter la phase dans laquelle on va arriver. Pendant la guerre froide, il n'y a pas eu de confrontation militaire sur le sol européen parce que cette dissuasion mutuelle existait. Notamment avec les soldats belges que vous avez expliqué. Voilà. Et donc il faut reconstruire cette dissuasion, mais il faut la reconstruire pour répondre à la situation comme elle est aujourd'hui. Après, j'ai envie de vous couper parce que, on va en parler, mais certains disent que la dissuasion, elle existe aujourd'hui. Les Français, les Britanniques, les Américains, ils ont l'arme nucléaire, ils ont la dissuasion nucléaire. Et puis d'autres vous disent, oui, mais la Russie là aussi. Donc cette dissuasion face à dissuasion, c'est un peu du moins plus moins. Et donc ça veut dire que la dissuasion, on ne peut pas se contenter d'avoir la dissuasion nucléaire. Parce que la Russie est une force nucléaire. Parce qu'on se trouve avec deux côtés qui ont des moyens nucléaires. Maintenant, on a toujours en tête la destruction mutuelle avec les moyens nucléaires. C'est ça. Aujourd'hui, la doctrine des guerres nucléaires russes a changé et envisage aussi la possibilité d'utiliser des armes nucléaires plus petites, des armes nucléaires tactiques, et de les utiliser aussi comme moyen de première attaque si jamais, qu'ils disent que si jamais la survie de l'État est en jeu. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas créer la dissuasion uniquement au niveau nucléaire, il faut créer la dissuasion au niveau des forces conventionnelles sur le terrain également. Et là, on se trouve dans deux logiques tout à fait différentes. La Russie table sur la quantité, et nous, notre héritage des 30 dernières années a été de créer des moyens très technologiques, mais dans des quantités plus limitées, puisque nous avions une guerre de projection en dehors de notre zone. Mais ça coûte cher, ça prend longtemps à développer. Donc ça veut dire que là, on est dans une obligation de repenser la manière dont nous allons gérer nos innovations. Oui, j'aimerais vous entendre quand même sur l'un de vos domaines de prédilection, à savoir vraiment la Russie, la doctrine russe militaire et autres. Vous imaginez, vous, un scénario où la Russie perd la guerre aujourd'hui ? Oui. C'est vrai ? Oui, bien sûr. Ça se passerait comment ? Ça se passerait très très mal pour elle. Ça se passerait très très mal pour elle, mais l'attrition des moyens russes pour le moment, si évidemment chaque année on trouve un moyen d'avoir 3-4 mois pendant lesquels l'intensité diminue sous prétexte des négociations de paix ou sous prétexte du fait qu'on va retourner à Minsk pour discuter, etc. Il ne faut pas se leurrer. Pendant tout ce temps-là, ça, c'est bénéfique pour les Russes, ça, alors bien sûr. À ce moment-là, ça leur permet de se réorganiser, ça leur permet de refaire leur stock. Donc, en fait, si jamais on arrivait à aider l'Ukraine d'une manière beaucoup plus substantielle en donnant plus de moyens, il faut pouvoir les trouver, les moyens aussi. Toujours pas des hommes, Là on parle d'argent, de munitions, d'armes, on ne parle pas d'hommes qui viendraient aider sur le terrain ukrainien. Je ne vais pas dire oui et je ne vais pas dire non plus, parce qu'à un certain moment, on peut très bien imaginer qu'il y ait un soutien logistique qui soit en retrait de la ligne de front. Avec les risques quand même, Kurt Engelen, d'un accident peut-être aussi, entendu. Et d'un homme ou d'une machine qui serait touchée par un bien entendu, mais ça vous savez, vous pouvez avoir pendant un entraînement aussi. Nous avons malheureusement eu un militaire belge qui est décédé en mission pendant qu'il était déployé dans le cadre de la présence avancée de l'OTAN. Ce sont des risques qui existent et qui peuvent exister à des niveaux divers, mais ce sont des risques que les militaires connaissent
Et c'est toujours un drame lorsque ça arrive. Bien sûr. Mais ça fait partie de la réalité. Donc il ne faut pas exclure à un certain moment qu'on se trouve dans une situation où des militaires soient déployés en Ukraine. Et ça peut être dans le cadre d'un hypothétique, moi je n'y crois pas, mais d'un hypothétique cessez-le-feu. Assurer une présence, c'est ça à ce moment-là. Alors. Et alors il y aura un déploiement, mais il n'y a absolument aucune garantie à ce moment-là que la Russie ne déciderait pas à un certain moment d'entreprendre une action pour tester justement la cohérence ou la solidarité qui existe au niveau de l'OTAN. Ouais. Un mot, si possible, d'une manière assez courte, si vous voulez bien, parce que j'ai encore des questions sur la Russie, mais comment ça se mettra en place au niveau de l'OTAN? C'est qui décide? Ce sont les chefs d'État? C'est le commandant suprême de l'OTAN qui va justement diriger, imaginons, cette armée qui ferait face à Poutine? Ça se passerait comment, ça? On a une idée, là, on n'est pas dans une logique de stabilisation en Ukraine. Non, pas du tout, vraiment. Si on est vraiment dans le scénario de catastrophe, la guerre éclate entre l'OTAN et la Russie. Alors ça se passe en plusieurs temps. De toute façon, la décision est une décision qui doit être prise par les alliés, c'est-à-dire par les maintenant 32 alliés autour de la table, au sein du Conseil de l'Atlantique Nord. Et après ça, en fait, on va donner l'ordre au commandant suprême de l'OTAN, c'est-à-dire le SACEUR, de mettre en œuvre les plans qui ont été préparés. Question idiote, mais on parlerait quelle langue, par exemple? Ce serait l'anglais qui s'imposerait? Alors, la langue opérationnelle est effectivement l'anglais, oui. C'est ça, donc il y a des règles, on a des scénarios qui sont prévus comme ça. Et on s'entraîne pour ça aussi. Il y a l'OTAN, que ce soit au niveau des forces aériennes, des marines ou des armées de terre, a régulièrement des exercices où on se trouve dans un cadre multinational avec des unités de différents pays qui collaborent et où on a aussi des règles pour assurer l'interopérabilité des communications, mais aussi des doctrines. C'est-à-dire que si à un certain moment, un commandant d'une brigade allemande qui a des éléments roumains dans sa brigade, eh bien, lorsqu'il va demander à l'élément roumain de faire une certaine manœuvre, il sait de quelle manière il va la faire, parce que la doctrine d'utilisation est une doctrine qui est partagée par les membres d'une même force d'intervention à l'OTAN. Ouais, c'est important de le préciser aussi. Si on s'éloigne un petit peu de ce scénario un peu catastrophe quand même, qui à mon avis fait peur quand même à certaines personnes qui nous regardent ce soir, comment vous expliquez aujourd'hui que la Russie tienne encore le coup avec nos sanctions, avec l'aide financière, mais aussi en termes d'armes qu'on apporte à l'Ukraine? Certains avaient prévu un effondrement de l'économie russe. Aujourd'hui, force est de constater que ce n'est pas le cas. Et vous avez rappelé vous-même qu'ils arrivent à développer plus vite et en plus grande quantité des armes aujourd'hui que nous. Alors, j'ai parlé des munitions d'artillerie, ce n'est pas le cas pour tout. Donc, en fait, il faut par exemple continuer à empêcher la Russie d'avoir accès à nos technologies. C'est-à-dire que le découplement économique ne doit pas se faire uniquement, par exemple, sur les hydrocarbures ou sur... il faut vraiment couper le lien économique totalement. Donc Donald Trump, lui, il dit qu'il faut justement rétablir ce lien économique. Et il y a un petit peu, alors j'imagine que vous le savez mieux que moi, mais Vladimir Poutine qui lui-même avait imaginé cette tactique de rapprochement avec l'Ouest en utilisant le commerce, en utilisant les hydrocarbures. On se rend compte que ça n'a pas marché du côté européen, notamment Angela Merkel, qui a compté là-dessus, à savoir faire du commerce avec son allié pour qu'il reste son allié. Est-ce qu'aujourd'hui, vous imaginez un scénario où on reprend les discussions avec la Russie comme si... Alors moi, je ne l'envisage absolument pas, et ce serait une erreur majeure qu'on a déjà commise et dont il faudrait qu'on tire les enseignements. Donc en fait, comment est-ce que la Russie aujourd'hui tient le coup? Eh bien, tout d'abord, c'est un très grand pays, et même si elle a un déclin démographique certain, la Russie aujourd'hui, c'est quand même encore toujours 130 millions de personnes. Ils ont perdu aujourd'hui 1% de leur population dans la guerre en Ukraine. Il leur en reste 99. Bon,
tout le monde ne va pas pouvoir être utilisé et quelqu'un qu'on envoie sur le front, il n'est pas en train de travailler dans les usines. Mais donc, au niveau des ressources humaines, surtout la manière dont la Russie utilise ces ressources humaines, qui sont en fait envoyées des vagues successives à l'assaut. Et puis, au niveau du matériel, eh bien, la Russie, aujourd'hui, continue à tirer une grosse partie de ses ressources de la vente de son pétrole et de son gaz. Alors, d'ici 2027, l'Union européenne n'achètera plus rien comme pétrole et comme gaz à la Russie. Ce qui fait débat chez nous, évidemment, avec des pays comme la Hongrie de Viktor Orban, hein, notamment. Oui, mais bon, je veux dire que c'est évidemment important d'avoir un consensus politique au niveau européen, mais je veux dire, à la rigueur, c'est pas la Hongrie qui va faire la différence. Par contre, par exemple, l'utilisation de la flotte fantôme, donc pour la vente du pétrole, c'est-à-dire que la Russie qui s'est vue infliger des sanctions par l'Union européenne, les États-Unis, l'Australie, donc le G7 plus l'Australie, essaye de contourner ces sanctions en utilisant des navires qui battent pavillon de complaisance, qui sont mal assurés, qui sont mal entretenus et qui ont toute une série de tactiques pour continuer à exporter des hydrocarbures. Alors là, pour vous donner un exemple, rien que cette flotte fantôme, le budget que ça représente en chiffre d'affaires sur une année représente 60% du budget militaire de la Russie. Donc c'est énorme. C'est énorme et c'est pour ça qu'on doit continuer à éviter que la Russie ne puisse s'enrichir grâce à la vente de ces hydrocarbures. Et ça, on ne peut pas le faire uniquement en arraisonnant des navires en mer. Il faut surtout utiliser ce qu'on appelle les sanctions secondaires, c'est-à-dire une action diplomatique vis-à-vis des États qui continuent à travailler avec la Russie, mais aussi sanctionner les entreprises et les armateurs qui continuent à travailler avec la Russie pour leur permettre de vendre leur pétrole. Donc il y a encore des pistes de sanctions aussi qui peuvent être implémentées aussi au sein de l'Union européenne et voire au-delà. C'est tout à fait clair. On peut aller plus loin. On parlait des 130 millions de Russes aujourd'hui. Oui. Alors moi je suis tombé sur des chiffres qui sont évidemment difficiles à vérifier, mais depuis le début de la guerre en 2022, on dénombrerait plus de 1,1 million de victimes russes. Dans ces victimes, on a évidemment les morts, mais aussi les blessés au combat qui ne peuvent plus justement retourner au combat. Cette année, la Russie aurait perdu en moyenne 1200 soldats par jour. Alors même s'il y a 130 millions d'habitants, il n'y a pas que des hommes en âge de combattre évidemment, combien de temps ils peuvent encore tenir comme ça dans cette dynamique-là, selon vous ? Trop longtemps. Ils peuvent tenir encore trop longtemps pour que nous puissions dire que nous ne devons pas nous en inquiéter. Il ne faut pas miser là-dessus, quoi, en gros. Il ne faut certainement pas miser là-dessus parce que si aujourd'hui la Russie, au rythme où son industrie fonctionne et avec ce qu'elle est encore capable de mobiliser, elle peut se retrouver dans une situation qui sera comparable à celle d'avant février 2022. Donc comme si de rien n'était, quoi, presque. Bon, ce ne seront pas évidemment la même qualité de militaires, mais en fait, ce qu'ils font avec les hommes, ils le font avec le matériel aussi. Hein. Nous, c'est un de nos points d'attention. Il faut qu'on repense la ventilation de nos moyens entre la haute technologie et puis la quantité de moyens qu'on a. On peut avoir le navire le plus sophistiqué qui a coûté 10 ans de travail à développer, qui est tellement cher qu'on peut se permettre d'en acheter 6. Si derrière ça, il est la victime d'une attaque de saturation de 200 drones à 1000 euros pièce, eh bien, on est mal. Donc, ça veut dire qu'on va devoir, nous aussi, repenser notre manière, et c'est quelque chose qui se fait. Donc, les armées en sont conscients, et dans les différents pays, on met en place des mécanismes, des services
pour repenser la manière dont on fait le développement et l'acquisition de moyens. Ça se tient aussi par rapport à nos défenses aussi aériennes. Parfois, alors, je pense que c'est du côté israélien, par exemple, un missile de ce dôme de fer coûtait parfois des centaines de milliers de dollars, voire des millions, contre un missile qui est envoyé par un ennemi qui, lui, pourrait compter des dizaines de milliers de dollars. Donc ça nous fait comprendre aussi, évidemment, que la technologie, c'est important, mais il faut aussi avoir du matériel à sacrifier presque pour éviter de faire appel justement à ces technologies qui sont plus chères. Un mot quand même encore, parce que c'est vrai que là, on parle de ce scénario un peu catastrophe depuis tout à l'heure. Certains disent aujourd'hui que la Russie ne parvient même pas à prendre l'Ukraine. Comment ce qui pourrait être un danger pour nous? Comment vous l'entendez ça et qu'est-ce qu'on répond à ça selon vous? Alors à plusieurs niveaux. Tout d'abord, il y a certains systèmes d'armes qui ne nécessitent pas d'avoir nécessairement des troupes à proximité. Et puis, dans le long terme, à chaque fois que la Russie arrive à progresser, elle installe en fait une nouvelle base arrière qui lui permet... La Russie n'a pas une très très bonne logistique de déploiement. On l'a vu ça. Mais par contre, imaginons que leur plan initial de prendre toute l'Ukraine aurait fonctionné. Mais ça veut dire qu'elle se retrouverait avec une frontière qui serait beaucoup plus proche de la Pologne, de la Roumanie, mais aussi de nos pays, et qui leur permettrait d'envisager des actions qui seraient à ce moment-là proches du territoire qu'ils contrôlent. Donc il faut les tenir loin de nous, parce que comme leur logistique n'est pas très bonne, plus on arrive à les tenir loin, mieux on est protégé. Mais il faut aussi se rendre compte que certains systèmes d'armement ne demandent même pas de déploiement. Et là, on doit effectivement améliorer nos défenses antimissiles, nos défenses antiaériennes, puisque là, ce sont... Et aussi continuer à défendre nos infrastructures critiques, parce que ça, ce sont en mer, par exemple, un sous-marin russe peut arriver c'est quasi invisible jusqu'au moment où les effets sont atteints. Vous qui connaissez si bien la Russie, la pensée russe, la doctrine russe aussi, est-ce qu'on a fait beaucoup d'erreurs avec la Russie pour en arriver à là où on est aujourd'hui? Est-ce qu'on n'aurait pas pu tenter justement de normaliser notre relation, d'apaiser aussi parfois ces velléités russes? Ou est-ce que là justement je reprends en quelque sorte un narratif que veulent nous imposer les Russes aujourd'hui? Alors l'erreur qu'on a faite, la plus grande erreur, mais bon, elle a été faite par l'entièreté de l'Occident, a été de penser que la chute de l'Union soviétique était principalement motivée par une volonté du peuple russe de changer de système politique et d'adhérer à notre modèle politique. Donc à un certain moment, en 1991, la Russie était dans une impasse technologique et donc devait s'ouvrir pour avoir accès à ces technologies, parce qu'elle était dans une situation de décadence économique. Et puis il y avait à ce moment-là effectivement une petite minorité qui était plutôt une élite au sein du ministère des Affaires étrangères russe, qui cherchait l'ouverture et qui était en soutien des théories de Perestroïka, de Glasnost, de Gorbatchev, et qui ont essayé cette ouverture vers l'Occident. Mais la fenêtre d'opportunité a été très courte. Elle a été entre 1991 et 1996. En 1996, Boris Yeltsin, qui était sous le feu des critiques des forces conservatrices en Russie, a sacrifié son ministre des Affaires étrangères, qui était pro-européen, Kozyrev, et il a remis en place Primakov, qui était un apparatchik, qui était quelqu'un qui venait du KGB, et qui, à partir de ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à reconstruire la logique. On a, pendant beaucoup trop longtemps, ignoré que la Russie n'allait pas adhérer à notre modèle politique.
Alors que c'était assez clair, finalement. Alors maintenant, vu après coup, et lorsqu'on regarde historiquement, on voit que les systèmes politiques en Russie ont évolué, mais en fait, l'idée de base de la position de la Russie dans le monde, le Russki Mir, le monde russe, le monde tel qu'il est vu par la Russie, ben c'est quelque chose qui a transcendé les différents systèmes politiques. Et on doit en tirer les leçons aujourd'hui pour éviter de retomber dans les mêmes erreurs de pensée qu'il va y avoir un certain moment où on va pouvoir trouver une entente avec la Russie. Ouais, certains disent aussi, et là je vais un peu vous provoquer aussi en faisant exprès, qu'on aurait pu démanteler l'OTAN, détruire l'OTAN justement après la fin du régime communiste soviétique. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous en dites, vous ? Eh bien, qu'aurions-nous fait aujourd'hui alors ? En fait... Ouais, mais certains disent qu'aujourd'hui, Poutine le fait parce que... Je dis pas que c'est vrai, c'est son argumentation à lui, parce que justement, les bases de l'OTAN ont progressé vers l'Est, et que lui s'est senti en danger avec justement la progression d'une alliance qui, je le rappelle, est défensive, l'OTAN. Comment vous l'entendez, ça, vous ? Vous savez que lorsqu'il a envahi l'Ukraine, il n'était pas invité par les Ukrainiens. Donc, en fait, c'est une action unilatérale qu'il a faite vis-à-vis d'un pays qui d'ailleurs, s'est défendu militairement. Entre 1991 et 2004, qui a été l'année où il y a un grand nombre, il y a 10 pays, 10 anciens pays du pacte de Varsovie qui ont rejoint l'OTAN. Mais ça s'est fait entre 1991 et 2004. Sur base volontaire d'ailleurs. Et ça veut dire 13 ans. Pendant 13 ans, ces pays ont eux-mêmes fait la démarche d'adapter leur législation, d'adapter leur système. Ils ont fait un travail énorme pour avoir le droit, pour que les autres pays les admettent dans l'alliance. Donc, on ne peut pas rentrer dans la logique ou cautionner la logique de Vladimir Poutine que l'OTAN était une espèce de machine qui a fait un mouvement pour s'avancer vers ses frontières. Mais non, ce sont les pays qui sont dans ces régions qui ont fait une démarche pour chercher une défense collective dans une organisation et qui l'ont fait en connaissance de cause, puisqu'ils sortaient de l'autre système. Et l'histoire vous donne raison aujourd'hui. Un dernier mot quand même, peut-être sur l'allié américain. Beaucoup d'Européens pensent encore que les Américains vont nous protéger, puisque je le rappelle, les États-Unis sont toujours membres de l'Alliance, le plus gros contributeur évidemment. Est-ce que c'est encore le cas selon vous ? C'est une illusion quand on entend notamment Donald Trump qui dit moi, les mauvais payeurs par exemple, je ne viendrai pas. Alors, il ne faut pas réduire l'Amérique à Donald Trump. Donc, en fait, et il faut bien comprendre aussi qu'il y a une différence entre les messages que Donald Trump passe et l'effet qu'il en escompte, et puis quelle va être derrière ça la réalité politique et la réalité économique. Les États-Unis, aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur du désengagement américain en Europe. Lorsqu'on regarde les intérêts américains, les investissements directs américains en Europe représentent 60% du total des investissements américains en dehors des États-Unis. Ils ont rappelé l'importance stratégique de l'Europe à ce niveau-là, justement, dans le document de sécurité nationale. Et si on compare ça, par exemple, à l'Asie, ça représente de l'ordre de 30%. Alors le shift vers l'Asie, comme ils le disent, il y a certains marchés évidemment qui sont émergents en Asie et qui ont une grande importance, mais aujourd'hui simplement, économiquement, l'interdépendance, que ce soit au niveau des échanges commerciaux ou au niveau des investissements directs croisés, fait que les États-Unis ne peuvent... Et il est impossible que les États-Unis se désintéressent ou ils n'interviendront peut-être pas par bonté d'âme pour nous aider, nous,
mais pour garder leurs propres investissements. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des situations dans lesquelles nous devons être capables de prendre notre destin en main. Et ça, c'est un travail qui doit être fait assez rapidement. Et je reviens quand même à un chiffre, parce qu'aujourd'hui, on considère comme une grande réussite ou comme un achievement d'arriver à 2% du produit intérieur brut pour nos défenses militaires. Et je vais dire, le gouvernement a fait un très très bon travail pour accélérer et pour arriver à ce niveau. Mais je rappelle quand même que pendant la guerre froide, notre budget militaire représentait entre 3,5 et 4,5% de notre PIB. C'était la même époque où on avait le corps d'armée qui défendait 200 km. Donc en fait, cette logique d'augmentation du budget dans une période où on a une situation de danger, eh bien, elle n'est pas si illogique que ça. Et quelque part, mettre des priorités politiques pour la défense, j'ai presque envie de dire, on dit, mais avec ce budget-là, on pourrait financer des écoles, des hôpitaux, etc. Mais qu'est-ce que vous allez faire si vous n'avez pas la sécurité ? Quelle va encore être la valeur de votre investissement dans cet hôpital ou dans cette école si demain vous êtes dans une situation où la guerre va vous coûter beaucoup plus cher que ce que peut vous coûter le financement de votre défense. D'où toute l'importance de la dissuasion et de prévenir aussi avant d'agir. Merci beaucoup Kurt Engelen, c'est absolument passionnant de vous entendre ce soir, à la fois sur notre propre défense collective, sur l'allié américain, mais aussi sur la doctrine russe. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour répondre évidemment à toutes mes questions. Quant à nous, c'est ici que se termine cet épisode de Quel Monde. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à m'interpeller aussi si vous le souhaitez, pour poser vos questions aux prochains experts qui viendront se mettre ici face à moi pour répondre à toutes mes questions. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur nos pages Instagram et TikTok. Et moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de Quel Monde.